Bonsoir. Il sera essentiellement question d'isolement et d'exclusion ce soir dans Faut pas rêver, mais également d'ouverture sur l'extérieur. Thème que nous développerons avec notre invité, que nous découvrirons dans un instant, et à travers les 3 destinations que nous vous proposons. Pour commencer, nous irons en effet au Caire, en Égypte, pour faire la connaissance de musiciennes. Elles sont aveugles mais ne s'interdisent aucun répertoire et leur orchestre donne des concerts comme n'importe quel autre. En France, en Touraine, Joseph, Madeleine et les autres ne sont pas vraiment en maison de retraite ni tout à fait chez eux. En tout cas, ils sont heureux dans ces maisons d'accueil rurales pour personnes âgées. 3e étape enfin, Macao, dernière enclave étrangère de la Chine pour quelques jours encore. Témoin des temps qui changent et du temps qui passe, un établissement de luxe, l'hôtel Bella Vista. Et l'invité de Faut pas rêver ce soir, Violaine Vanoyek, écrivain, une bonne trentaine d'ouvrages, concertiste également, mais surtout, et pour nous, historienne et archéologue. Vous êtes très souvent en Égypte, votre terre de prédilection et de recherche en ce moment, oui. Avec des bonnes nouvelles pour l'archéologie et pour vous aussi, l'ouverture de nouveaux tombeaux. Mais cette année, oui, effectivement, il y a plusieurs tombes qui ont ouvert dans la vallée des Nobles et puis dans la vallée des Rois, donc c'est quand même important. Et l'année prochaine, donc pour l'an 2000, eh bien l'ouverture de la totalité normalement du temple d'Hatchepsout, qui se trouve donc dans la vallée, juste aux abords de la vallée des Rois, et qui est le plus grand temple, le plus original donc qui se trouve à Luxor, et donc un événement, et puis aussi l'ouverture de quelques tombes, nouvelles tombes pour cet an 2000. Donc je crois qu'effectivement l'Égypte là fait de beaux cadeaux, on va dire, à tout le monde, mais aussi évidemment principalement aux touristes. Combien en gros sont ouverts des tombeaux au public aujourd'hui? On en compte combien? Vous savez, à Luxor, c'est-à-dire sur la rive des morts, parce qu'il y a la rive des vivants, il y a la rive des morts. Sur la rive des morts à Luxor, il y a, on peut dire, des centaines, c'est vrai, des centaines de tombes. Alors toutes ne sont pas visitées par les touristes, il n'y en a que une petite dizaine, enfin un peu plus d'une dizaine, disons, ouvertes aux touristes. Et puis il y a des tombes qui vont demander encore de la restauration, il y a des tombes qui peut-être ne seront jamais ouvertes aux touristes parce qu'elles demeurent d'un accès difficile, mais il y a peut-être encore quelques tombes à découvrir, pourquoi pas. Et donc encore un énorme travail, vraiment énorme travail dans cette vallée. Violaine Vanoyek, quand on parle de l'Égypte, effectivement, on mentionne plus facilement et assez naturellement ses richesses archéologiques, plutôt cela d'ailleurs que les conditions de vie des habitants du Caire, par exemple. Dans la capitale, on a en effet du mal à contenir la croissance démographique et à lutter contre la pauvreté d'une bonne partie de la population. Mais ça et là, tout de même, quelques initiatives améliorent le quotidien de ceux qui, a priori, sont exclus de cette société. Claudine Le Tourneur-Dizon, Daniel Brosset et Michel Bazille. Dans l'atmosphère chaude d'une belle nuit d'été, le Ce sont tous les enfants que je n'ai jamais eus. Me voilà maintenant avec une cinquantaine de filles et je peux vous dire qu'elles ont bien rempli ma vie. يشعر الطفل أو الطفل هو بالأمان. Ré, do, ré, mi. Tu plies le poignet, tu déplies, voilà, tu fermes à l'aller et au retour tu l'ouvres.
Pourtant, ici, on a réussi. Ça fonctionne. On y va. Tu pouvais pas me le dire avant qu'on commence. Sans- Ultime répétition. Pour atteindre la perfection qu'exige un concert, le maestro n'hésite pas à les faire répéter. La relation. Le maestro. Mais après le succès, aucun répit pour ces demoiselles. Demain déjà reprendront les répétitions pour préparer le concert qu'elles donneront à Vienne le mois prochain. Violaine Vanoyek, le public du Caire, le public égyptien a l'air très sensible à la prestation de cet orchestre aveugle. Est-ce que vous, concertiste également, vous en connaissiez l'existence? Alors moi j'en connaissais l'existence, mais j'avoue que je ne les avais jamais écoutés. Et je suis effectivement impressionnée par le travail des artistes bien sûr, mais par le travail aussi du maestro, parce que pour essayer de coordonner tout cet ensemble musical, ça demande un travail considérable et il a l'air de prendre ces jeunes artistes extrêmement jeunes, donc dès l'âge de 8 ans, et les suivre très, très précisément. Donc j'imagine la patience et la persévérance de cet homme qui est aussi évidemment à applaudir. Est-ce que cette initiative en particulier vous paraît importante au Caire, au milieu de tout ce qu'il y a à faire, j'allais dire? Oui, bien sûr, c'est une initiative de toute façon, que ce soit au Caire ou que ce soit n'importe où dans le monde, qui est intéressante et qui devrait d'ailleurs se renouveler dans d'autres endroits. Bon, il est certain que vous évoquez évidemment tout ce qu'il y a à faire en Égypte, c'est absolument considérable. Bon, l'Égypte, les Égyptiens sont des gens... moi, je ne peux pas travailler en tant qu'historienne et ne pas être sensible à tout ce qui m'entoure. Ça me paraît absolument évident, d'ailleurs que ce soit en Égypte ou dans tous les pays du bassin méditerranéen où je vais travailler. Mais en Égypte, bon, les Égyptiens sont des gens qui sont heureux, qui sont des gens simples parfois, mais qui ont besoin aussi, j'allais dire, d'être aidés très certainement, principalement par le tourisme, on le sait, puisque l'Égypte vit du tourisme. Et quelquefois, le touriste, lui aussi, ne doit pas venir simplement pour voir des monuments, des magnifiques monuments, mais aussi
aussi être sensible un petit peu aux besoins de ce peuple. Et il y a un mouvement qui a été créé, qui s'appelle aujourd'hui Tourisme pour le développement, qui me semble effectivement intéressant, en ce sens que l'idée que les hôteliers eux-mêmes versent l'équivalent de 10 francs français donc chaque jour pour aider l'Égypte, ça permet de créer des écoles, de construire des écoles, des hôpitaux, même des terrains de sport. Et je crois que c'est une bonne chose d'assainir l'eau aussi, parce que le problème de l'eau est évidemment un des principaux problèmes en Égypte. Je crois que c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, pour le bonheur des Égyptiens, mais également peut-être aussi pour lutter contre le terrorisme, car on sait que le terreau principal du terrorisme, malheureusement, se trouve dans les endroits défavorisés. Bon, vous savez que vous me demandiez si j'étais sensible au peuple et puis aux difficultés du pays. Bon, il se trouve que pour mes recherches, je ne me cantonne pas dans un endroit particulier en Égypte, notamment pour reconstituer la vie de la pharaone Hatshepsut que j'ai reconstituée. J'étais du Sinaï au Caire, en Moyenne-Égypte, à Luxor, à Aswan. Donc, c'est des endroits qui sont bien différents les uns des autres. Bon, par exemple, je trouve que effectivement les difficultés sont encore plus évidente en Moyenne-Égypte, alors que Luxor, on peut dire, est un peu la vitrine de l'Égypte. Et donc, évidemment, il y a beaucoup plus de touristes à Luxor qu'en Moyenne-Égypte. Donc, je suis heureuse qu'en Moyenne-Égypte, effectivement, on commence à faire des écoles, des hôpitaux là où il n'y en avait pas. Ça me paraît évident. Des déplacements, effectivement, qui vous donnent apparemment l'occasion de voir ce qui se passe autour de vous. Absolument, dans le pays tout entier. Et non pas de garder, comme on dit, la tête dans le guidon et de rester le nez dans ces dossiers, dans ces tombeaux. Et j'avoue que je suis extrêmement heureuse si je peux apporter, moi-même, être en quelque sorte l'ambassadrice d'un mouvement comme celui-ci ou d'un autre, je veux dire, mais en tous les cas, faire connaître les difficultés ou les améliorations qu'on peut apporter à un pays. Direction maintenant la Touraine, ça va vous changer de revenir en France, Neuilly-et-Pompierre précisément, où l'association Maison d'accueil rural pour personnes âgées a trouvé, comme son nom l'indique, comment ne pas isoler encore plus nos grands-parents, nos aînés. Certes, ils ne sont plus vraiment chez eux, comme dans leurs jeunes années, mais regardez-les, écoutez-les, ils n'ont pas été obligés de couper leurs racines. Et c'est un vrai bonheur que de voir leur visage souvent souriant, même si parfois leur quotidien est un peu triste, comme la vieillesse, ce que l'on doit cependant regarder en face. Sandrine Merck, Yannick Dumas. Tout non plus. Lydie. Voilà. Eh bien, ma petite femme, je t'ai apporté un petit bouquet quand même. Hein?
Un petit lopin de terre, un personnel qui a beaucoup de tact avec ces gens, où on repousse les limites de leur dépendance finalement. Il y a une centaine de maisons comme celle-ci en France, mais faute de subventions, figurez-vous que leur avenir est réellement menacé aujourd'hui. Et pourtant, on n'a pas envie de voir un autre avenir justement pour Joseph et les autres. On a envie au contraire que ça se multiplie, bien sûr, parce qu'on les sent heureux là, hein, c'est évident. Donc il faudrait effectivement peut-être songer à faire quelque chose, mais je pense que l'État peut peut-être intervenir, non? Alors, c'est à lui effectivement de voir, mais c'est vrai que c'est une situation assez grave, et en tout cas une image qui nous change de celle des maisons de retraite absolument, et habituelles. des bonnes initiatives, absolument, oui. Alors vous qui vous plongez dans les racines de l'humanité, de nos civilisations, où sont les vôtres d'ailleurs, de racines? Oh, c'est très compliqué, je ne sais plus où elles sont exactement. Vous savez, j'ai été très très tôt attirée par la Grèce, dès l'âge de 10 ans, ce qui m'a amenée à m'intéresser aux civilisations et à la littérature ancienne. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé justement pour les recherches à la fois de mes livres et puis pour les recherches sur ces civilisations. Et donc aujourd'hui, dire si mes racines sont en Grèce, sont en Égypte, sont en France, c'est très très compliqué. Alors mes véritables origines, si vous voulez tout savoir, paraissent être dans le nord, c'est-à-dire vers la Hollande. Ça, c'est mes véritables origines. Mais et puis j'ai un petit peu de breton en moi. Et puis j'ai aussi de la famille très près de Lyon. Donc, et vous avez besoin de toutes ces origines pour être ce que vous êtes, de la même façon que vous avez besoin de l'histoire, de l'écriture et de la musique pour vivre? Oui. Ça, c'est absolument nécessaire. Si vous voulez, c'est vrai que ma vie, on ne va pas dire qu'elle est partagée, elle se complète entre l'écriture, qui est la création pure, bon, mes recherches, bien sûr, parce que j'ai été très tôt attirée donc, par toutes ces civilisations qui restent, je pense, vraiment le fondement même de ma vie, et puis la musique aussi, parce que je l'ai commencé tôt et que il me semble difficile aujourd'hui de passer une vie à la fois sans jouer et puis sans avoir une communication avec le public également. Alors c'est très compliqué parce que si vous voulez, l'écriture c'est une communication mais qui ne se fait pas immédiatement sur scène. Donner un concert c'est quelque chose qui passe immédiatement entre le public et soi. Et puis il y a donc toute cette recherche que je fais et tous ces voyages qui m'occupent, je vous dis, depuis que j'ai quand même l'âge de 10 ans. Et c'est le fondement de notre civilisation. C'est vrai que je pense avoir été enrichie aussi dans mes connaissances par l'exploitation de toutes ces civilisations. Et très rapidement, sans vouloir vous faire perdre de temps, justement, comment vous faites des dizaines de concerts, 30 ou 35 livres aujourd'hui, et puis des voyages sans cesse? Ça ne doit pas tenir en 24 heures. C'est une question d'abord de travail, c'est vrai, et d'organisation. Mais alors, en ce qui me concerne, j'ai du mal à parler de travail parce que j'ai l'impression de vivre une passion, mes passions, depuis toujours, et donc ça tient. Alors bon, si vous voulez, en 24 heures ça tient, en ce sens que quand je ne pars pas en voyage, j'écris souvent le matin, je joue un peu effectivement de piano l'après-midi, et il y a quelquefois des conférences, il y a quelquefois des représentations, mais quand il y a les voyages et quand il y a la promotion des ouvrages, ça se complique un petit peu. Alors il faut savoir que tout est question de discipline. En fait, quand je voyage, quand je vais en Égypte, quand je vais en Grèce ou autre, c'est un petit peu le secret, c'est que je m'attelle toujours à ma table de travail et je retrouve mes habitudes. Donc à partir de là, pour moi, les ponts ne sont pas coupés. J'écris tous les jours, par exemple. Mais que j'écrive à Paris, que j'écrive à Athènes ou que j'écrive à Luxor, c'est pas gênant. Oui, si vous voulez. Je suis une passionnée, on va plutôt dire ça comme ça. Savez-vous ce qui va se passer précisément et tout particulièrement le 20 décembre prochain? Oui, je crois le savoir. C'est-à-dire que Macao va devenir chinoise alors qu'elle était portugaise. Exact. Pékin, effectivement, la Chine récupère dans son giron un petit morceau de terre, Macao, dont on vient de parler. Macao, qui, l'air de rien, était jusqu'à présent la plus ancienne enclave étrangère sur ce territoire. Vous pensez bien que les autorités vont fêter ça et vous imaginez sans mal qu'à Macao, on va tourner une page importante. S'il y a bien un lieu où la rétrocession de Macao à la Chine ne passera pas inaperçu, c'est dans un hôtel de luxe d'où Malek Sahraoui et Arnaud Mansir nous ramènent ces images et ces témoignages.
4 à 5. Dans le cœur de ses employés. Okay, smile. 1, 2, 3. La télévision locale retransmet un événement historique. À l'heure de la rétrocession, le Bella Vista a été choisi pour abriter le consulat du Portugal. Pour quelques heures encore, il reste... La fin de l'hôtel Bella Vista, c'est un peu la répétition générale de la rétrocession de Macao. Parmi vous, il y en a beaucoup qui habitent à Macao, qui aiment Macao et j'en suis sûr qui ont confiance dans l'avenir de Macao. Jour de la fin du siècle, la concession portugaise aura le périmètre de l'ancien hôtel. Ce sera une nouvelle page à écrire dans la légende du Bella Vista. Oui, l'école officielle, Violaine Van Oyek, c'est quand même le début du siècle prochain, c'est dans quelques jours effectivement, et un an. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles et on a tout entendu. Vous pensez que ce passage de Macao à la Chine, cette rétrocession, se fera, j'allais dire, plus facilement que la perte de l'influence française et anglaise ensuite en Égypte? Moi, je pense que ça se fera tout naturellement, puisque les Chinois, on le voit, ont l'habitude de travailler à Macao. Alors, vous évoquez effectivement là, j'allais dire, la rencontre de plusieurs pays. Oui. Vous savez, l'Égypte, notamment au niveau des fouilles, de l'archéologie et tout ça, on y rencontre absolument tous les pays. Que ce soit par exemple, bon, je donne un exemple entre autres, mais à Luxor, c'est vrai qu'il y a des équipes qui travaillent sur les champs de fouilles qui sont aussi bien polonaises que allemandes, qu'anglaises. Enfin, il y a vraiment tous les pays de représenter. Ça ne doit pas être facile, il doit y avoir beaucoup de jalousie et des enjeux importants. Écoutez, bon, en ce qui me concerne, parce qu'on va quand même parler, en ce qui me concerne, bon, moi j'ai été amenée à travailler, donc notamment sur la pharaon Hatshepsut pendant 15 ans, à reconstituer sa vie. Ça veut dire reconstituer sa vie, aller partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi évidemment travailler ou discuter du moins ou analyser avec des équipes de fouilles différentes des différents pays. Bon, vous avez aussi bien des Suisses en Moyenne-Égypte que vous pouvez avoir des Allemands ou des Polonais à Luxor. Donc, bien évidemment, il faut à la fois respecter le travail de chacun et puis également arriver à discuter, à s'entendre, parce qu'un historien ne peut travailler avec un archéologue, certes, mais il faut aussi que cet archéologue accepte de lui montrer ce qu'il trouve et donc faire une sorte d'analyse commune, si vous voulez. Bon, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à reconstituer une vie ou une époque. Alors bon, moi je tente depuis des années de reconstituer donc cette vie. Je crois y être assez bien parvenue, même si je ne sais toujours pas comment cette femme est morte, mais je vais probablement trouver. Et puis en dehors de ça, eh bien, j'essaye de rentrer dans la vie quotidienne des pharaons aussi, ce qui m'a amené donc à écrire les histoires d'amour des pharaons, à mieux les connaître au quotidien. Et très rapidement, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a déclenché cette passion pour cette pharaone? Alors c'est très curieux, c'est d'abord parce que c'est une femme sur laquelle on ne connaissait que peu de choses, ou du moins on avait dit beaucoup de choses, mais qui paraissaient fausses. Et donc c'est une femme mystère. Bon, pourquoi a-t-elle régné 22 ans? Comment ça se fait qu'elle a pu réussir à régner, étant donné que c'était une femme? Comment est-ce qu'elle a été assassinée ou pas? Bref, il y a un tas de mystères qui entourent cette femme, et donc je voulais en savoir plus. Et il se trouve que, à mon avis, on restaure actuellement des sites extrêmement importants à Luxor, dont le fameux temple d'Hatshepsut. Et donc tout la restauration qui est importante aujourd'hui, notamment à Luxor, tourne autour de cette femme. Et il faut savoir que son temple, donc je vous l'ai dit, ouvrira en l'an 2000, et que la troisième
troisième terrasse, en tout, il a demandé 43 ans de restauration, faite par l'équipe égyptienne et l'équipe polonaise. Et donc, la troisième terrasse est en cours d'achèvement de restauration. Donc, c'est quand même un très, très gros événement. L'an 2000, beaucoup de festivités en Égypte. Je crois que c'est le pays où il y en aura le plus. Ça vous désole pas un peu de voir que, bon, on va fouler le sol, qu'il y a tant de richesses comme ça, un verre à la main? Oui, non, mais moi, ça ne me désole pas du tout. Et puis, bon, l'Égypte a connu aussi des moments difficiles, donc ça permet un petit peu d'oublier tout ça et puis de voir un côté optimiste. Mais pour compléter aussi ce que j'ai dit précédemment très, très rapidement, il ne faut pas oublier que quand on s'attelle aussi à une époque ou à un personnage, ce n'est pas seulement l'Égypte. Hein. Dans mon cas, c'est aller aussi en Grèce, c'est aussi aller à Chypre. Et donc, ça demande aussi beaucoup de moyens et donc être aussi encore plus de tact avec les archéologues parce qu'on rentre dans différents pays. Violaine Vanoyek, le temps passe très vite avec vous, mais on va quand même parler de vendredi prochain, puisque Faut pas rêver vous emmènera alors en escapade sur une île. Avant les fêtes de fin de nouvelle année que l'on évoquait à l'instant, eh bien c'est au calme de ce monastère de l'île Saint-Honorat que nous nous arrêterons. En face de Cannes, tout simplement, à un quart d'heure de bateau, une trentaine de moines cisterciens vivent là, entre prière et travail. Travail de la terre, de la vigne, qui leur assure les ressources nécessaires. Cette île, c'est la leur depuis le VIe siècle. Et les lieux, ce cloître, abrite l'une des plus anciennes communautés de France. Avec cette communauté, nous partagerons quelques moments de vie et de réflexion, bien sûr. Nous verrons quel est le regard de ces moines sur notre monde qui se prépare effectivement à tant de festivités et notamment pour l'an 2000. Et c'est donc de Saint-Honorat que nous partirons pour 3 destinations. Dans un premier temps, nous resterons en France pour découvrir en Vendée quelques morceaux choisis de la vie très rythmée de la fanfare de la Bruffière, une communauté avec ses joies et ses couacs, un ensemble, une équipe dont l'ambition est sans cesse de s'améliorer. Entraînement, championnat, répétition, défilé, tout ça, ça marche à la baguette. Ensuite, direction Manille, capitale des Philippines. Manille, où les pauvres, les sans-abri, toujours plus nombreux, recherchent le moindre espace encore disponible, comme ce cimetière, pour s'installer. C'est là qu'ils vivent, dans des caveaux de famille riches qu'ils entretiennent et où ils ont posé leurs quelques affaires. C'est là aussi le terrain de jeu des enfants. Notre itinéraire nous conduira enfin en Espagne, pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un village où chaque année, au début de l'été, les habitants rassemblent leurs chevaux qui vivent en liberté dans la montagne. C'est parfois une véritable épreuve de force entre l'homme et sa plus belle conquête, encore sauvage. Violaine Vanoyek, je rappelle effectivement que viennent de paraître chez Michel Lafon vos 2 derniers ouvrages, Les histoires d'amour des pharaons, tome 2. Oui. Et puis, la pharaonne, à chaque fois, je précise qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, vous vous inspirez des lieux et vous relatez tout ce que vous avez trouvé, ce qui vous permet d'écrire ces histoires. Ça veut dire que l'Égypte et principalement vos recherches sont une ressource inépuisable pour l'écrivain que vous êtes? En ce moment, oui. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, je tiens compte de toutes les recherches archéologiques qui ont été faites dans mes livres, en fait. Et avec laquelle on arrive à imaginer ce qui se passait, comment on vivait très précisément à l'époque. Oui, au quotidien. Et surtout, je veux donner aussi une image moins hiératique, moins froide de ces pharaons. Essayer de les... Parce que ce sont des hommes, ce sont des femmes comme nous. Et donc, essayer de les faire revivre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, quand je crois que l'Égypte a fourni ou inspiré tellement d'auteurs qu'il y a énormément de documents. Nous avons retenu, et l'équipe de Faut pas rêver a eu un petit coup de cœur pour ce CD-ROM qui nous propose ce voyage au pays des pharaons. Je crois que vous n'avez pas eu le temps encore de le consulter. Bah, écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez. Ça, j'en suis très heureuse. Bah, écoutez, simple amateur, nous avons raison d'aimer ce CD-ROM. Et puis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, j'allais dire, technique pour un CD-ROM, il y a toujours l'Égypte et les pharaons chez Taillandier, dans la collection Historia. C'est simple, c'est pédagogique et c'est nécessaire, je crois. De toute façon, l'Égypte est un passage obligé dans l'éducation nationale, où vous avez passé aussi quelques années. C'est vrai, j'ai enseigné pendant une petite dizaine d'années.
Merci en tous les cas d'avoir fait ce bout de chemin avec nous, Violaine Van Oeyeck. La soirée continue sur la 3 avec dans un instant le journal. Bernard Rapp vous donne rendez-vous juste après pour Ciné Week-end avec un film de et avec Jean-Hugues Anglade, Tonka. Très bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.